T'as des mecs qui jugent, ils n'ont jamais jugé du MMA, ils ont jugé de la boxe, du machin, etc. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, vous avez fait tout ça en un an, mais comment ça se fait, quoi? On est les garants de la sécurité des combattants. Willy. Willy, si tu nous écoutes, c'est un super gars. C'est quoi un peu l'histoire de cette fédération? Elle est très jeune. En 2018-19, on entendait déjà un peu des bruits de couloir comme quoi le MMA serait légalisé, on arriverait au bout de certains temps à légaliser le MMA, etc. Et en fin de compte, oui, le ministère des Sports a décidé de créer un appel à manifestation d'intérêt, en gros un appel d'offres à différentes fédérations pour savoir qui serait intéressé pour développer le MMA au sein de leur fédération. Donc, la plupart des fédérations de sport de combat ont répondu favorablement à déposer un dossier. Et c'est la boxe anglaise qui a réussi à prendre le jackpot, ou le gros lot, ou pas, j'en sais rien. La patate chaude. Ou la patate chaude, ouais, ou la patate chaude. Bah, ça a été un peu difficile au départ, hein, mais maintenant, ça se passe plutôt bien. Et puis le gros avantage qu'il y avait, c'est que Lionel bossait déjà à la boxe anglaise sur la haute performance des compétiteurs de boxe anglaise. Et donc du coup, c'est lui qui a fait ce dossier déjà. Donc, il a fait un putain de dossier de ouf. Il a mis tout le monde à l'amende, en fin de compte, toutes les autres fédérations. Et puis il a expliqué que c'était la boxe anglaise qui était en plus à même de pouvoir développer le MMA, parce que lui, il était là aussi, quoi. Et comme c'était un de mes anciens élèves, Lionel, ça va faire, je sais pas, presque 20 ans qu'on se connaît, tu vois, maintenant, parce que le temps passe. Hein. Et du coup, voilà, il sait exactement ce qu'est le MMA, quoi. Et il a exactement la vision et la visibilité de ce que doit être le MMA aussi, tu vois. Donc, en toute objectivité, tu vois, c'est pas juste une opinion personnelle et tout ça. Les gens n'imaginent même pas le travail qu'il a pu faire. Et avec l'aide de Johnny Frachet, qui lui gère aussi beaucoup de choses, et à eux deux, ils ont fait un travail mais de folie, quoi. On se rend pas compte. Même les fédérations qui sont avec 20 employés, etc., même la fédération de boxe anglaise, au vu du travail que Lionel et Johnny ont fait, ils se sont dit, mais c'est pas possible, vous avez fait tout ça en un an, mais comment ça se fait, quoi, tu vois? Et bien sûr, ils sont aidés par un bureau technique des officiels, dont je fais partie, et on est 8 personnes qui travaillons de manière bénévole. Donc du coup, entre des temps perdus, on fait des trucs, machin, etc. Donc la structure du MMA, elle est faite avec un bureau technique des officiels qui gère les compétitions amateurs et MMA, et les licences, les machins, est-ce que lui peut combattre contre lui, un tel, etc. Et puis au-dessus de ça, un cadre technique avec Lionel, et puis détaché avec, et avec l'aide de Johnny Frachet. Et maintenant, il y a eu aussi des comités qui se sont faits, donc des comités des promotions, des comités des combattants, un comité de médecins, un comité d'arbitrage, un comité de je sais plus trop quoi, enfin voilà, il y a différents comités qui travaillent aussi en synergie pour développer encore en plus le MMA en France. Tu vois, on n'a que 3 ans d'existence, on a des beaux combats, on a des beaux combattants, on a des belles compétitions, on a des galas, on a des événements tous les week-ends. Je crois que la saison dernière, de septembre 2022 à juillet-août 2023, je crois qu'on est entre 50 et 55 événements de MMA. Il y a 52 semaines dans une année, tu vois ce que je veux dire? Ouais. 52 week-ends. On a fait entre 50 et 55, c'est-à-dire quasiment tous les week-ends. Donc c'est énorme, c'est énorme. Comment elle s'est développée, cette fédération? Parce qu'on voit que chaque année, elle s'étend, elle gagne des choses, j'ai envie de dire, des parts un peu du monde de MMA. Il y en a beaucoup. Donc, Ouais, mais à chaque fois, ça s'étend. À chaque fois, il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées. Comment elle s'est développée et comment vous avez fait surtout? Et ça, c'est une vraie question qui est pour moi très intéressante. Le MMA français au début, comme il n'était pas vraiment bien réglementé, il n'y avait personne pour un peu, voilà, c'était un peu la jungle. Oui. C'était un peu la jungle, ça partait un peu, voilà, chacun faisait son truc. Et c'était un monde un peu bizarre. Je me dis comment la fédération, elle a réussi à entrer dans un peu cette histoire, peut-être que c'est encore en cours, mais entrer là et réussir à, on va dire, reprendre la main sur
des managers, des organisateurs qui avaient créé leur système et qui limite pensaient être des présidents d'une fédération qui n'existait pas. Comment la fédération elle a réussi à rentrer dans ce milieu-là et le prendre en main? En gros, si tu veux, il y a des fédérations qui existent depuis longtemps, FFKMDA, boxe, machin, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se font par habitude. Genre les certificats médicaux, c'est moyen, et machin, ça c'est moyen. Et tout le temps c'est moyen, la pesée elle est moyenne, genre ah ouais, vas-y, allez, il y a 500 grammes en trop, allez, vas-y, c'est bon, allez, d'accord, bon, ok, vas-y, je te passe ton gars. Voilà, c'était comme ça. Et tout le monde était habitué à faire des choses comme ça. Les coachs, les combattants, machin, etc. Sauf que nous, lorsqu'on est arrivé, on avait pour mission de développer le MMA. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de commencer sur des choses bancales. On aurait été mort parce que chacun aurait voulu faire un truc et tout, etc. C'est pour ça qu'on a mis en place, parce que aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens ils disent « Ah, c'est bon, il fait des deux MMA, donc allez, on va faire du MMA, etc. » Oui, mais il y a le ministère derrière. Et le ministère, ils étaient comme ça. Allez, c'est bon, vous êtes morts, allez, dégagez, vous n'êtes pas capable de. Tu vois? Donc, du coup, il a fallu qu'on mette vraiment des choses carrées, d'équerre, claires, nettes, précis. Avec beaucoup de rigueur. Alors, on s'est heurté. Ouais, vous vous prenez pour des machins et ceci, cela. Bah, écoute, pour l'instant, oui. Et puis après, tu verras que. Et maintenant, le temps nous donne raison, tu vois, parce que maintenant, les gens sont éduqués, les papiers médicaux, c'est carré. Enfin, c'est carré à 98%, c'est carré. Les promoteurs, ils voulaient faire des combats. Ouais, mais alors lui, il a un combat, je peux le faire combattre contre un ours et tout, machin. Ouais, mais l'ours, mais t'inquiète pas, on va lui couper ses griffes et puis on va lui couper ses crocs, tu vois. Il y avait des dingueries. Mais non, on peut pas. Ouais, mais regarde, et puis de trouver des contre-arguments de machin, etc. Donc, c'était galère. Mais on n'a pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire parce qu'on avait des arguments derrière aussi. Parce que c'est sûr que si tu dis non et tu n'as pas d'argument, on te prend, dire ouais, machin. Non. On disait non, on expliquait aussi pourquoi. Beaucoup d'éducation, beaucoup d'explications. Notre règlement de 2020 n'est plus du tout le même que maintenant. Tu vois, notre règlement de 2020, je dis une connerie, mais il faisait peut-être 35 pages. Cette année, il doit faire 60 pages. Parce que, on se retrouve aussi sur des cas de figure où le gars, c'était pas noté. Putain, faut qu'on le note sur le règlement. Sinon, t'es sûr que tu as un coach ou un combattant ou quelque chose qui vont dire « Ah, mais ça, machin, c'était pas noté, donc du coup, j'ai raison. » Tu vois, c'est une bêtise. Il faut qu'on note tout. Il faut qu'on note tout, et toutes les remarques et toutes les observations. C'est ce qui fait qu'on augmente notre réglementation technique de sécurité, les RTS. Et donc, ce qui en découle aussi, c'est la réglementation des compétitions amateurs et professionnelles. Moi, il y a un petit truc qui, au fond de mon cœur, m'inquiète un petit peu. Je vais être très honnête. Dis tout à Lolo. Professionnellement, moi. Ce n'est pas sale. Non, c'est. Tu sais, docteur Diffoul, là, tu te rappelles Diffoul et machin. Ouais, Skyrock. Professionnellement, moi, je travaille dans les fédérations sportives. Ouais. Différentes fédérations de sports qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Mais le problème, c'est qu'en France, dans les fédérations, il y a toujours des trucs bizarres. Voilà. T'as parlé tout à l'heure, t'as cité une fédération, voilà, il se passe des trucs chelous dedans. Et moi, ce que je vois d'un bon œil... Je sais pas, je ne suis au courant de rien. Écoute, moi non plus. Mais quand même. Tu es en train de parler, c'est toi. Je suis au courant. Donc, c'est lui, moi je suis au courant de rien. J'assume ce que je dis. Clairement, en France, il y a un problème dans les fédérations. Maintenant, ce que je vois d'un bon œil, c'est que les fédérations anciennes qui sont là depuis trop longtemps, le problème, c'est que dedans, il y a des gens qui ont eu le temps de s'installer, il y a des systèmes... Écoute, c'est pas toi. Il y a des gens qui ont eu le temps de s'installer, il y a des systèmes, il y a... Voilà, c'est là où c'est le plus bizarre. Donc je me dis, une fédération très jeune, il y a ce côté où on est trop concentré sur développer plein de projets qu'on n'a plus le temps de se concentrer sur la magouille. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, comme c'est une petite fédération, elle est aussi peut-être moins contrôlable. À quel moment et comment vous faites pour vous assurer que dans cette fédération, tout va bien se passer et que parmi les 10 à peu près personnes qui gèrent, comme tu dis, il va pas y avoir de soucis, ou alors même que sur le terrain, dans ce que vous n'allez pas forcément voir dans les clubs, etc., qu'il n'y ait pas des dingueries qui peuvent se passer. J'ai pas une boule de cristal, donc je peux pas parler sur l'avenir. Mais est-ce que vous essayez de faire attention à ça ? On fait attention parce que justement, on a deux garde-fous qui sont
qui ont été un choix judicieux et un excellent choix, je te dis, avec Lionel et Johnny. Et c'est des gars qui sont super sérieux. Les gens qui connaissent Johnny, ils savent que c'est un gars qui est super carré, super sérieux. Et ceux qui connaissent Lionel, c'est un informaticien. Donc lui, c'est 1-0, 1-0. Il n'y a pas des demi, etc. Et des fois, oui, on se prend la tête parce que des fois, il fait non, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris, tu vois. Mais il lâche pas. Donc dès lors que ces deux-là ne lâchent pas, il n'y a rien qui peut se passer. Magnifique. Tu vois, voilà. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je veux qu'il reste, etc. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, je l'ai déjà dit, hein, donc il n'y a pas de secret, mais un mec comme Lionel, j'aimerais que ce soit Lionel qui, s'il y a un jour une fédération de MMA, qui soit le président. Parce que pour moi, c'est la personne la plus essentielle du MMA français. Avec l'aide de Johnny, tu vois. Johnny, après, en 24 heures, je me demande comment il arrive. Parce qu'entre avec son club, avec ses combattants, et la fédé, enfin tout. Ouais. Franchement, le pauvre, voilà, ils font un travail de fou, on ne peut même pas imaginer, quoi. Donc, écoute, non, magouille, etc. Non, on a travaillé sur de la rigueur, on est carré, etc. Et maintenant, ça nous fait bizarre parce que, tu vois, beaucoup de fédérations nous ont vraiment copié. Je veux dire, on a mis en place le passage de grade vert. Ouais. On a je ne sais pas combien de mecs qui ont passé leur grade vert parce que c'était un truc de combat. Super, ça fait des années que la boxe anglaise, la kickboxing, la boxe style, tout n'importe qui veulent mettre en place ces trucs-là. Ils n'y arrivaient pas parce que c'est trop galère, parce que toujours, ouais, viens pas me casser les couilles avec ça, mon gars, il va combattre, blablabla. Et nous, on n'a jamais lâché, quoi. Et donc, la fédération, elle a sa place parmi les événements. Est-ce que la fédération, elle a envie, ou est-ce qu'elle le fait déjà, prend un peu un rôle aussi au sein des clubs? Est-ce que vous allez voir ce qui se passe dans les clubs? Est-ce que vous allez veiller à ce que il n'y ait pas de soucis dans un tel ou un tel club, qu'il n'y ait pas de problèmes d'inclusion par rapport aux femmes, qu'il n'y ait pas de problème entre les acteurs? Est-ce que vous êtes auprès des clubs aussi? Alors, on veille à ça. Après, l'avantage, c'est que sans aller vers les clubs, l'information remonte à nous. Ouais. Donc du coup, on n'a pas besoin d'être des acteurs à se déplacer sur le terrain, etc. Et on ne peut pas. C'est simple. On est 10 en tout, donc 12 avec deux demi. Je dis, les alternants, je rigole, ils sont gentils. Ils font un beau boulot aussi. Mais on ne peut pas, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, les informations viennent à nous. Et donc du coup, on veille beaucoup à ça, etc. Mais c'est aussi pour ça que quand le coach, il y a un club qui s'ouvre, il doit avoir un BF2. C'est la réglementation. Tu n'as pas de BF2, pourquoi? Parce que tu n'as pas de grade vert. Passe ton grade vert. Il y a des grades verts tous les mois, partout en France, machin. Donc après, tu as ton grade vert. Après, il y a la formation BF2 à passer. Tu passes ta formation BF2. Si la formation n'est pas encore là, tu signes une charte en disant dès la prochaine formation du BF2, je m'engage à la passer, etc. Donc voilà. Tout ça mis en place, ça te fait des garde-fous. C'est pas imperméable, tu vois ce que je veux dire. Donc on ne peut pas être un truc, on se dit chez nous ça n'existe pas. Pour l'instant, on n'a pas été sollicité sur des problèmes quelconques de sexisme, de pédophilie, de corruption, de choses comme ça. Mais dans l'avenir, on n'est pas à l'abri de tout ça parce que je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas de ça et que chez les autres, ça existerait éventuellement, tu vois. Donc non. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de remarques par rapport à ça. Tant mieux, hein, je touche du bois, donc tant mieux. Mais on ne sera pas à l'abri de tout ça, évidemment. Si on est une fédération et on a 50 000, 60 000, 100 000 licenciés, ce que j'espère, bien sûr. Écoute, plus on est nombreux, plus on a des problèmes. Plus tu es nombreux, plus tu gères des problèmes. Bien sûr. C'est comme ça. Hein. Alors les grades, pour moi, c'est vraiment un symbole de la réussite. De la réussite, vraiment, de ce développement. Surtout du développement de cette fédération. Pourquoi? Parce qu'on partait de rien à très rapidement, pas seulement il y a des grades, mais il y a des grades régulièrement. Comme je disais, tous les mois il y en a. C'est pas, ça monte en force. Quoi. Voilà, ça monte. Et super rapidement, vraiment. Ça a pris quoi, un an et demi les grades? Ouais, 1 an et demi, ouais. C'est ça. 2 ans, 2 saisons, ouais. Moi je trouve que c'est magnifique. On est à la 3e saison. Ce que la fédération elle est en train de faire. Clairement, je t'avais dit en off, moi la FMF. Et on a sauvé des gens. Hein. Quand je dis on a sauvé des gens, dans le sens où des gens qui sont venus, ils veulent faire de la compétition, tu les vois, avec leurs yeux, ils sont là, ouais, moi je veux faire de la compétition. Oh,
T'es là, t'es machin et tout, tu dis bon, vas-y, tu peux faire ça et tout, tu peux faire ça. Et on a sauvé des gens de la compétition. Moi, c'était précisément pour cette raison que la FMAF, moi, c'est un organe dont son développement vraiment me touche beaucoup. Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérangeait vraiment dans le MMA, c'est qu'avant, quand tu voulais devenir combattant de MMA, tu devais être combattant pro. Donc, tu te lançais dans un circuit avec des gens. Alors oui, il y avait cette question il y a un gap il y a un différentiel de nombre de combats, mais quand même, on peut arriver contre quelqu'un qui a plein d'expérience dans une autre discipline. Il y avait des jeunes qui se faisaient casser la gueule, on va être honnête, dans le monde pro, alors qu'ils n'avaient jamais fait leurs preuves, ils ne s'étaient jamais entraînés. Et justement, quand la FMAF est arrivée à développer un circuit amateur, déjà au début, ça a ouvert cette première porte. Donc déjà, pour moi, c'était vraiment très positif. Maintenant, il restait toujours qu'il y avait des combines, il y avait quand même des gens qui esquivaient le circuit amateur, qui trouvaient des moyens d'entrer en pro. Voilà, ils allaient à l'étranger. Et plus ça avance, et moins ce genre de choses, ça devient possible. Plus ça avance, plus on va avoir les grades, etc. Où là, vraiment, on voit que le MMA, il devient plus sérieux, il devient... J'ai pas envie de dire plus professionnel, parce que là, en l'occurrence, quand on parle professionnel, amateur, c'est voilà. Mais il devient plus sérieux, il devient plus précis, plus sécurisé pour les jeunes, pour tout le monde, même pour le plaisir. Maintenant, on peut être amateur, faire seulement de l'amateur. Et en plus de la FMMAF, déjà qui fait un grand travail sur l'amateur, et maintenant, on a même des Willy Syrup qui sont tellement hypés par le monde amateur, qui décident de nous envoyer des événements comme ça, comme l'AEF, qui viennent nous régaler et qui viennent faire que l'amateur, on a envie de le regarder. C'est malheureux parce que c'est un beau truc, mais c'est sous la lutte, donc c'est dommage, ils devraient le faire tous. C'est vrai, je me suis déjà posé cette question. Ils devaient en faire un, mais je me suis déjà posé cette question. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est ton curseur. Je ne peux pas parler par rapport à Willy ou quoi que ce soit, mais par rapport à d'autres, pour moi, c'est toujours une question d'argent. Parce que, oui, effectivement, notre fédération, on a un coût. On coûte temps pour organiser, il faut les officiels, il faut machin, etc. Mais pourquoi ça coûte tant ? Parce que aussi, on a mis en place des formations pour les officiels, machin, etc. Et pour moi, on est les garants de la sécurité des combattants. Donc pour moi, faire des économies sur une fédération par rapport à une autre, c'est pour moi faire des économies sur la sécurité. Bien sûr. Et moi, je ne peux pas forcément adhérer à ça. Et du coup, je vois maintenant, ils font des trucs il y a des trucs, je pense qu'il y a des dingueries qui vont se faire pour choisir des combattants, je ne sais plus quoi, avec le public, les machins, etc. Bon, ok. Oui. C'est leur choix, c'est ça, tant que tout se passe bien, ok, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a quelque chose, il y aura un gros danger, il y aura quelqu'un qui sera mis en danger, je ne sais pas moi, parce qu'il y a un problème de sécurité, il y a un problème de connaissance ou d'arbitrage ou de juge, enfin j'en sais rien, peu importe. Le problème c'est que ça sera tout le monde va manger. Et là on ne fera pas le distinguo, ah oui mais c'était la fédé de lutte, ah oui mais c'était la fédé de MMA, ah oui c'était la fédé de boxe, de kickboxing. Surtout qu'on va se dire c'est un événement de MMA, ce sera voilà. Et puis et voilà. Donc du coup, moi j'ai déjà une fois, tu vois, j'ai Gaëtan Hurtel, Old School Academy, il m'envoie une vidéo comme ça, alors, sur un combat, en me disant ouais Lolo, tu peux me dire là pour toi qui a gagné le combat. Alors, il coupe la vidéo, je ne sais pas qui gagne le combat, etc. C'était un truc qui était géré avec la FFKMDR. Et je lui dis c'est ça. Pour moi c'est là. Pour moi c'est là le combattant qui doit gagner. Pour moi, au vu que mais je lui explique avant tout. Je dis tu sais un combat ne peut pas être jugé parce que moi j'ai les angles de vidéo que je peux pas avoir. Donc tu sais je joue. On est un corps arbitral donc du coup on est quand même on soutient. Mais moi je dis écoute moi je vois un tel. Il me dit c'est mon gars qui devait gagner et ils ont donné un toll. Je dis écoute là moi je comprends pas par rapport. Comment? Mais après, si, je sais pourquoi. Parce que les autres fédérations, ils n'ont aucune connaissance dans la réglementation internationale. Non, mais ils n'ont aucune formation. Tu as des mecs qui jugent, ils n'ont jamais jugé du MMA, ils ont jugé de la boxe, du machin, etc. Donc ça veut dire que là où j'alerte, moi, c'est pour les coachs.
C'est-à-dire que les coachs vont dire, ah bah tiens, je vais aller dans cette compétition-là, je prépare mon gars, et mon gars, il a l'habitude de faire des combats avec le MMA, la fédération de MMA, donc tu sais comment sont les critères de jugement. Et là, tu te dis, bon voilà, j'ai les mêmes critères de jugement, je m'attends à avoir les mêmes critères de jugement, mais en fin de compte, je les ai pas et je m'aperçois que mon gars, il perd alors qu'il devait gagner. Alors c'était amateur, donc, comme on disait, amateur, c'est pas très grave, mais si c'est pro, bah, au lieu d'avoir un vert, il a un rouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, c'est le risque des combattants, des coachs, d'aller faire des compétitions dans d'autres fédérations qui, pour moi, elles peuvent exister, il n'y a aucun problème, etc. Sauf que si elles existent, bah, qu'elles mettent en place les formations des juges, les formations des arbitres, les critères de jugement qui soient internationaux et qu'ils les fassent. Sauf qu'ils ne les font pas. Donc du coup, il pourra toujours avoir l'expression des jeunes, là, une dinguerie parce que ça a été mal jugé. Mais justement, moi, c'est un truc qui m'étonne, ça, parce que, et je pense que ça va aussi avec le développement de la FMMAF, c'est comment on peut organiser un événement de MMA qui soit pas associé à la fédération de MMA. Donc je me dis, c'est peut-être parce que encore aujourd'hui, vous êtes une sous-fédération, dans le sens, pas puissance, mais dans le sens où vous êtes associé à une autre fédération. Tout de suite, ouais. Comment ça se fait que Willy Supera, il choisit de faire la lutte, alors que c'est du MMA quand même? Willy, viens FMMAF. Non, je rigole. Willy. Willy, si tu nous écoutes. Ou d'autres. Hein. En fin de compte, en France, le sport est régi par un code du sport. Okay, en réalité, c'est qu'une question de fair play de sport. C'est-à-dire que la fédération de tennis, chaque Olympiade, elle peut déposer un dossier auprès de la ministère des Sports et dire, bah voilà, cette année, je voudrais faire de la danse. Je suis une fédération de tennis et je voudrais faire de la danse. Et voilà mon cahier des charges que je veux, machin, etc. Et le ministère va dire, ah bah votre cahier des charges, bah écoutez, ok, bah il correspond pas aux critères qui a été mis en place par rapport à la danse. Donc du coup, bah non, vous pouvez pas faire de la danse. Mais ah, bah ouais, ça correspond. Bah écoutez, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire de la danse. Actuellement, le FFKMDA ou la lutte, dans leur charte, ils ont du grappling fight. Donc ils ont mis en place en disant, bah voilà, nous on a de grappling fight ou du pancras machin. Pancras submission ou pancras. Et donc, du coup, bah. La lutte, ils ont pancras? Parce qu'avant, c'était la FFKMDA. Le pancras, il y a FFKMDA, pancras et pancras submission. Donc, c'est de la soumission, du grappling. Et ils se bouffent aussi. Et la lutte, c'est grappling fight et grappling. Mais justement, c'est ça qui m'étonne, c'est que la lutte, ils n'ont pas normalement des disciplines de percussion. Parce que là, ils ont le grappling fight maintenant. Depuis longtemps. Hein. À l'époque, même déjà avant le MMA, ils avaient du grappling fight. Et donc, en fait, essayer d'attirer un maximum de licences. C'est toujours une question d'attirer un licences. Donc, ils peuvent, si tu veux, pour l'instant, il n'y a que le ministère, pour répondre à tes questions, il n'y a que le ministère qui peut taper du poing sur la table et dire, bon, écoutez, la lutte, vous êtes bien gentil, vous n'avez pas déposé de dossier pour du MMA. Ok, vous faites du grappling fight, pas de problème, mais vous faites du grappling fight. Donc, ça veut dire que grappling fight, c'est les règles de grappling fight qui a été établies à l'époque. Le pancras, ok, vous faites du pancras, bah du coup vous faites du pancras, etc. Tant que le ministère pour l'instant ne tape pas du poing sur la table, parce qu'actuellement le ministère il est plutôt sur tout ce qui est sexisme et tout ça, etc. Tu vois. Donc ils sont leur mission, en ce moment c'est ça, ils sont pas là-dessus. Ils disent bon c'est des batailles de clochers quoi. Effectivement c'est des batailles. Vous essayez un peu d'alerter le ministère par rapport à ça? Oui, on alerte. Bah oui, parce qu'on alerte surtout sur le danger qu'il pourrait y avoir. C'est surtout pour ça. Voilà. Après, si tu veux, nous, de notre côté, ça nous fait un peu mal au cœur parce qu'on a mis en place tout un travail, toute cette fameuse rigueur qui, si tu veux, à un moment donné, est balayée du revers de la main par rapport à une organisation qui voudrait travailler avec une autre fédération parce qu'en réalité, c'est plus facile. C'est moins contraignant ou c'est moins cher. On voit ce que ça veut dire. Mais moins contraignant, ça veut dire que tu vas laisser passer des choses. Ah oui, le gars, il a 500 grammes de plus. Allez, vas-y, je vais te laisser. Ah, le gars, il a pas son fond d'œil. Vas-y, c'est bon, allez, vas-y, il va combattre. Et justement, ces événements-là qui travaillent avec la fédé de lutte, parce que tu parlais du grappling fight, en fait, est-ce que du coup, ils font des événements de grappling fight qui promotionnent comme des événements de MMA, ou est-ce que en fait, c'est vraiment, ils font des événements de MMA? Alors logiquement, ils doivent utiliser le terme grappling fight ou le terme pancras, même s'ils font du MMA. Mais le MMA étant une contraction de différents mots qui est dans le jargon populaire, on va dire,
bah, du coup, ils peuvent jouer sur le fait MMA, grappling fight, etc. Donc, ils vont jouer sur ça. Okay. J'avais une dernière question. Dis-moi. Par rapport à tout ce qu'on a dit sur cette fédération, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle a fait dans le passé, c'est quoi les objectifs à court terme et à long terme de la fédération? Alors, objectif à court terme, là, cette saison-là, on devrait ouvrir les compétitions pour les plus jeunes, les U18, donc c'est les 16-17 ans, et peut-être même en dessous. Voilà, ça va dépendre du nombre d'officiels qu'on va avoir, parce que là, il y a les formations qui vont ouvrir, donc ça va dépendre de tout ça. Il faut des officiels pour faire. Vous ouvrez des nouvelles formations Voilà, bientôt là. Ça se passe comment ça pour sur Internet, vous regardez sur la fédération, site de la fédération, FMMAF, tout est super bien expliqué. Super. Ensuite, donc ça à court terme, des compétitions amateurs pour des tranches d'âge plus jeunes. Donc ça c'est beau parce que ça c'est l'avenir. Donc ça c'est à court terme. Et à long terme, c'est l'autonomie de la fédération. Voilà. Et pour ça, il faut que les clubs licencient licencient leurs élèves. On a une licence loisir qui est à 27 €. Tu vois, moi ici, au club, là, je vais prendre, parce que je n'ai pas encore tous les certificats médicaux, mais je vais prendre pour tout le monde la licence loisir. Donc peut-être que je vais avoir 150 licenciés pour la fédération. C'est 27 €. C'est inclus dans les frais d'inscription. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on ait beaucoup de licenciés, quoi. Moi, je pense qu'on peut être une fédération à terme à être dans les 50 000 licenciés facilement, quoi. Je pense aussi, ça peut vraiment grossir. Ça fait plaisir que tu parles des prix parce que justement, le MMA, on dit beaucoup, voilà, le MMA, c'est cher quand même, alors que c'est censé être un sport populaire, mais quand je vois des initiatives comme ça, moi, ça me fait plaisir. Merci. Et clairement, voilà, comme je te l'ai dit, magnifique pour moi ce que la fédération a fait. Ça me fait plaisir aussi d'avoir pu parler de l'arbitrage parce que si j'ai pu expliquer certaines choses. C'est mystérieux un petit peu, voilà. On sait jamais parce que aussi les arbitres ils parlent pas beaucoup. Ouais, c'est normal parce qu'il faut être là si tu veux. Voilà, là j'ai fait un peu le tour des interviews, mais surtout pour éduquer les gens. Si je reprends encore le cas qui a eu polémique par rapport à l'UFC, tu vois, quand j'ai fait une dernière émission là dans la sauce. J'ai pu éduquer les gens. Donc il y a des gens qui comprenaient pas, qui ont fini par comprendre. Après il y a des gens qui comprendront pas et comprendront jamais. C'est normal, hein, ça fait partie du monde tel qu'il est. Mais voilà, pour moi c'est important aussi. Je parle plutôt pas de l'arbitrage, mais éduquer les gens à comment lire un combat. Aussi bien les coachs que les combattants et que le public. Il y a un truc que Chris Guénage dit souvent et que j'aime beaucoup. Il dit que les juges devraient plus s'exprimer parce que le MMA, c'est un sport où les acteurs ne savent pas comment gagner. Parce qu'il dit que les coachs et les combattants, on sait que si tu soumets, que tu mets KO un adversaire, tu gagnes. Mais comment on gagne au point, c'est jamais clair. Parce que, il y a des règles claires, mais elles sont pas assez connues. C'est ça le problème. Et donc, c'est un sport où on ne sait pas comment gagner. Après, c'est de la fainéantise. Après, faut rechercher la source. Mais tu sais, les acteurs. Pas grand monde le fait, et les acteurs eux-mêmes. Je te parle même pas des spectateurs. Ouais, bien sûr. Et moi, à chaque briefing amateur, j'aime les compétitions amateurs, notamment la MMA League, qui bientôt va sortir le calendrier. Vous allez voir, il va y avoir plus de 15 dates de MMA League sur la saison. C'est super ça. Donc ça, c'est top. Donc Willy Sirop, il pourra encore prendre des grands champions chez nous. Le pêcheur. Voilà, Willy. C'est un super gars. Et tu vois, sur les prochains briefings, je vais rajouter les coups dans les parties pour expliquer comment ça se passe, les coups dans les parties. Super. Parce que c'est un cas de figure et les gens maintenant ils vont comprendre. Super, magnifique. Tu vois, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de parler avec nous. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir ici, chez The Full Force Academy, 7 rue du Chevaleret, Paris 13e. Donc si cette petite discussion vous a plu, n'hésitez pas à suivre Loïc, donc Loïc Pora, la FMMAF, The Full Force Academy, bien sûr, qui nous accueille sur les réseaux sociaux. Tous les liens aussi sont en description de la vidéo, il n'y a aucun souci. En bas, en haut, à droite, à gauche. En bas. Il faut faire le pouce, non? C'est sur YouTube? Faites le pouce. Ah ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Faites tout ce qu'il faut. Sérieusement, faut pas le dire à la fin, ça. T'as remarqué, les mecs, ils le disent au milieu. Et moi, je m'en fous. En général, je le dis même pas. Ah bon? C'est toi qui l'as dit pour moi. J'en profite. Non, moi, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes intéressé par ces sujets, par
le développement du MMA, son histoire, son évolution, et bah on a 2 vidéos avec Sébastien Leuve où on parle de ça qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, en plus il y a des petites anecdotes sur Loïc, donc vous pouvez aller voir. Ah, avec Seb? Ouais, je t'invite à aller regarder la vidéo, tu vas voir. Rien à voir, Sébastien, il joue toujours au théâtre Montmartre-Galabru, donc n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Hold Up Bras Cassés, c'est une petite comédie. Ah, quand même, quand même. En plus, c'est à Paris, là, il n'y a pas d'excuses. C'est à côté, c'est dans le 18e. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis encore, merci à toi, vraiment, c'était un grand plaisir. C'est top, merci beaucoup. Merci. Le premier coup a éteint et le deuxième coup a réveillé. Mais il y a quand même une commotion. De dire, ah, mais les arbitres, ils devraient prendre en compte le fait que nous, on est des combattants, on a envie d'aller au bout, on n'a jamais envie d'abandonner.